Bonjour et bienvenue, je vais vous aider à corriger le sujet Advance 2018 pour l'école auconcours.com. Le concours Advance est constitué de 4 exercices obligatoires et d'exercices optionnels, enfin au choix. Nous allons donc commencer par l'exercice 1. Vous allez avoir dedans 5 affirmations, 5 phrases A, B, C, D, E. Il va falloir dire si elles sont vraies ou fausses. Je vous laisse prendre connaissance de l'exercice 1, le lancer de balle. Dans l'affirmation A, on nous propose que la balle soit en translation rectiligne uniforme. On va avoir un souci sur le terme uniforme, étant donné que ma vitesse va varier, étant donné qu'on lance l'objet, à un moment il va même avoir une vitesse nulle, donc le côté uniforme ne marche pas, donc c'est faux pour la A. Pour la B, l'enfant a 1,2 secondes pour se déplacer avant de prendre la balle sur la tête. Alors, on va partir du principe que le lancer s'effectue exactement au niveau de la tête au moment où la balle quitte la main. On fait une seconde loi de Newton, de manière assez rapide. Somme des forces extérieures égale à la masse fois l'accélération. Donc j'ai donc le poids, parce qu'on va considérer qu'il n'y a que le poids est égal à ma. Mg est égal à ma. On a donc G est égal à A. Je projette maintenant, il n'y a qu'un axe, A est égal à moins G, donc V est égal à moins GT plus V0, plus étant donné que ça va être orienté comme ça. Alors le moins G venait du fait que le poids est orienté vers le bas, et donc on va avoir Z est égal à moins 1 demi de GT carré plus V0T plus X0, mais là comme je viens de considérer que c'était au niveau de la tête de l'enfant, on va considérer que c'est X0, d'accord, tout simplement. Je fais mon calcul, en fait, étant donné que j'ai pris mon origine au niveau de la tête de l'enfant, il faudra qu'il se pousse avant que Z égale 0. Donc on a donc 0 est égal à moins 1 demi GT carré plus V0T. On a donc 0 est égal à moins 1 demi de GT plus V0. On sait quoi? On sait que G est égal à 10 et on sait aussi que V0 est égal à 6. Donc je trouve donc que T est égal à V0 fois 2 divisé par G. Ça fait donc V0 c'est 6 fois 2 sur 10. Ça fait 1,2 secondes. Donc c'est bien vrai. Il a pile poil 1,2 secondes avant que la balle retombe sur lui. Réponse C. L'énergie cinétique de la balle est nulle quand elle arrive au sol. Alors absolument pas pour la C. L'énergie cinétique est égale à 0. Ça implique une vitesse est égale à 0. Or, quand elle arrive au sol, la vitesse n'est pas nulle. Elle sera nulle, en fait, l'énergie cinétique, elle est nulle au maximum. Au maximum, c'est-à-dire au moment où elle atteint l'altitude maximale, plutôt qu'au maximal. Je vais marquer, que ça soit plus clair, à l'altitude maximale. On va passer à la D. La norme de la vitesse initiale V0 à laquelle est lancée la balle est de 10 mètres secondes moins 1. Alors là, ça peut paraître un peu étrange comme question, mais en fait, c'est assez simple. C'est un cas ô combien standard, je ne vais pas vous faire la démonstration. Et on sait que dans les cas standards, on a x de t, donc excusez-moi, on est sur la 4. On sait qu'on a x de t est égal à V0 cos alpha t. D'accord? Or, ici, on nous dit que x de t est égal à 5 cos alpha t. Du coup, V0 est égal à 5 mètres par seconde. J'ai bien vérifié qu'on était bien dans le cas standard avec l'angle, avec que le poids, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc tout simplement par identification, je trouve que la vitesse est égale à 5. Il ne fallait pas faire l'erreur de vouloir additionner ou quoi que ce soit. J'identifiais et c'est 5 mètres par seconde, donc c'est faux pour la 4. On fait la 5. Alors c'est pas la 4 ni la 5, excusez-moi. Pour être plus précis, c'est la D et la E. La balle retombe plus vite sur le sol pour un angle alpha 1 que pour l'angle alpha 2. Alors, elle tombe pour le sol, on va dire, là dans le cas de mon exercice, pour ZT est égal à 0. Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus? D'accord. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Si jamais on a alpha 1 inférieur ou égal à alpha 2. Dans ce cas-là, on va avoir sinus alpha 1
inférieur ou égal à sinus alpha 2. Alors, il faut dans ce cas-là, effectivement, que alpha 1 et alpha 2 soient aussi inférieurs à pi sur 2 pour être tranquille. Hein. On se met dans le cas, voilà, 0 pi sur 2. Comme ça, je suis totalement tranquille, je ne m'embête pas dans les détails. Donc, du coup, qu'est-ce que l'on remarque? Que le sinus est 2 temps plus petit que alpha 1 est petit. Or, on a t qui va être égal à, on sait que zt, excusez-moi, est égal à moins 1,5 gt carré plus 5 sin alpha de t. On a, comme on s'intéresse au moment où ça touche le sol, 0 est égal à moins 1,5 de gt carré plus 5 sin alpha t. Je peux simplifier les t. D'accord. Donc j'ai 5 gt qui est égal à 5 sin alpha fois 2 sur g. Si vous préférez, c'est égal à 10 sin alpha fois 2 sur g. Or, plus alpha est petit, plus sinus alpha est petit. Donc, plus alpha est petit, plus le temps est petit. Donc, on peut trouver que l'affirmation est donc bien vraie. Je reprends rapidement mon raisonnement si j'étais un peu trop rapide. Ça, c'est mon équation. Je m'intéresse au moment où ça touche le sol, c'est-à-dire tout simplement pour zt égale à 0. Je trouve le temps. Le temps pour que z égale à 0, c'est 5 sin alpha fois 2 sur g. On a trouvé que plus alpha était petit, plus sinus alpha était petit. Donc, le temps est d'autant plus petit que sinus alpha est petit, donc que alpha est petit. Donc, c'est bien vrai par rapport à l'affirmation faite. Exercice 2, je vous laisse en prendre connaissance. Les ondes ultrasonores sont des ondes mécaniques. Il n'y a pas à y passer des heures. C'est vrai, ça, on gagne du temps, on le fait rapidement. Si le dauphin ne réagit pas, il y aura collision entre le dauphin et le bateau en 7,5 secondes. Alors, c'est assez simple. On reprend la bonne vieille formule. V est égal à D sur T, d'accord? Je cherche T, donc T est égal à D sur V. La distance entre le dauphin et le bateau est de 150, que je divise par 20. Ça me fait donc bien 7,5 secondes, donc c'est vrai. Alors certains vont peut-être se demander pourquoi est-ce que j'ai été mettre 20, sachant que, que sa vitesse est de 72 km/h. Attention, la vitesse est en mètres par seconde, donc 72 km/h, je divise par 3,6, c'est égal à 20 mètres par seconde. J'aurais pu marquer un égal plutôt qu'une flèche. Ok pour tout le monde? C. Si on suppose que la position du dauphin est restée quasiment la même durant l'émission, entre l'émission et la réception, le dauphin recevra l'écho l'informant de la position du bateau au bout de 200 millisecondes. Alors, tout simplement, la distance bateau-dauphin est de 150 mètres. Donc, du coup, la distance parcourue par l'écho, le radar. Pourquoi 300 mètres? Tout simplement parce que lorsqu'il émet le son, il faut que le son du dauphin aille jusqu'au bateau, mais lui revienne. Donc c'est x2. Donc cette fois-ci, après, on nous demande le temps. T est égal à 10 sur V. À partir de là, c'est très simple. Je peux faire mon calcul sans trop m'embêter. On sait que la distance, c'est 300. C'est là où il ne fallait pas se faire avoir. La vitesse, c'est mes données précédemment, c'est 1500. Ça fait 3 divisé par 15. Et ça fait donc 0,2 secondes. Donc ça fait bien 200 millisecondes, donc c'est bien vrai. On continue sur la D. La longueur d'onde de l'onde ultrasonore émise par le dauphin est de 1,5 cm. Alors c'est pas très compliqué. Je sais que C est égal à lambda F. Je cherche quoi? Je cherche lambda. Lambda est égal à C sur F. C'est donc égal à 1500 divisé par 100, 10 puissance 3. Et on trouve donc bien 15, 10 puissance moins 3 mètres.
soit 1,5 cm. Le bateau est muni d'un capteur à ultrasons. Ce dernier enregistre un signal de plus haute fréquence que celle émise par le dauphin. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, est-ce que c'est bien vrai? Ben oui, tout simplement. Comme le dauphin, il vient vers le bateau, en fait, donc le bateau va bien capter un signal de plus haute fréquence. Donc, c'est bien vrai. Je précise sur la dit que c'était vrai. Donc ici, c'est l'effet Doppler, hein, tout simplement. Le dauphin s'avance vers le bateau, donc la fréquence reçue par le bateau sera plus grande. On remarque au passage que j'ai vrai, 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 vrai. J'ai que du vrai dans ce sujet-là. Ça peut arriver que des fois, il n'y ait que des vrais ou que des faux. On continue sur l'exercice 3. Je vous laisse en prendre connaissance. C'est parti, exercice 3. La trajectoire de ces deux satellites est circulaire uniforme. Tout à fait, hein, c'est des satellites, donc c'est bien vrai. Les trajectoires sont bien circulaires uniformes. Météosat est géostationnaire dans le référentiel géocentrique. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'il fait le tour en 1440 minutes. Hein, on ne se trompe pas dans les sujets. Hein, on nous dit tout simplement que l'orbite circulaire de Météosat est de 1440 minutes. C'est pas forcément toujours évident. 1440, on peut le vérifier, divisé par 60, ça me fait bien 24. 24 fois 60 ferait bien 1440. Donc ça veut dire qu'il fait le tour il a une orbite circulaire de 24 heures. Normalement, il y a d'autres petits points à vérifier, mais ça nous permet quand même de vérifier qu'il est géostationnaire, enfin, vu les éléments qui nous sont donnés. Donc c'est bien vrai, il est bien géostationnaire. NOAA est géostationnaire dans le référentiel géocentrique. Alors là, on ne s'embête même pas, c'est faux. Parce qu'il met beaucoup moins de temps à faire, il a une orbite circulaire beaucoup plus courte, donc il ne peut pas être géostationnaire alors que celui-ci l'était. La vitesse de Météosat s'écrit racine carrée de G mt sur Lm, où mt est la masse de la Terre. Tout à fait, pour la D c'est du court. Donc ça c'est vrai. La question 3, Lm au cube est égal à patati patata. Alors ça on va regarder. C'est un tout petit peu plus calculatoire, mais ça se fait très très bien. On va tout simplement utiliser la loi de Kepler qui nous dit que le rayon au cube divisé par la période au cube carré est égal à une constante. D'accord. Je sais donc que, je vais changer de stylo, on a donc L m au cube sur t m au cube est égal à ln au cube sur t n au carré. Excusez-moi, j'ai fait une petite bêtise. Ici, c'est pas au cube, mais c'est au carré. Voilà. On cherche donc, par rapport au sujet, on nous demandait d'énoncer ln au cube. Donc ln au cube est égal à ln au cube fois tn au carré sur tn au carré. Et tout simplement, tm sur tn, ça fait 144 divisé par 10, étant donné que c'est 1440 minutes divisé par 100. Donc ça fait ln au cube fois 14,4, le tout au carré. Si vous ne voyez pas d'où ça vient, hein, tout simplement ici, je vais me permettre de vous l'expliquer. C'est 1440 divisé par 100, et le tout est au carré, hein, carré sur carré. Donc l'affirmation E était bien vraie. On continue avec l'exercice 4. Donc on est sur les fentes d'Young. Dans cette expérience, on observe qu'un électron isolé peut être considéré comme une particule classique dont on peut prévoir la trajectoire. Alors, donc on est sur le 4. Ben, non, nous sommes dans les ondes. Donc en fait, là, ce qu'on est en train de montrer, c'est le modèle ondulatoire, donc c'est faux. C'est une onde, c'est pas une particule, hein, on n'est pas sur le modèle particulaire.
Au-delà de 5000 impacts, d'après la figure 2b, on peut en déduire que la longueur d'onde associée aux électrons est de 5 picomètres. Alors comment faire? C'est assez simple, il suffit de se rappeler de la formule du cours. Je choisis mon stylo. On sait que I est égal à lambda D sur A. Je cherche lambda. C'est donc IA sur D. I, on l'a, on le trouve assez facilement d'après le graphique B. On trouve que c'est 2 10 puissance moins 6. A, ça nous est donné, c'est 0,8 10 puissance moins 6. Et D, ça nous est aussi donné, c'est 32 10 moins 2. Voilà. Pour éviter les erreurs, éventuellement, on met tout sous la même forme. Donc ça fait du 1,6 10 puissance moins 12 divisé par du 3,2 10 puissance moins 1. Et on trouve donc du 5 picomètres. Donc c'est vrai. On continue avec la question C. Si la vitesse des électrons était multipliée par la la longueur d'onde serait alors associée serait diminuée de 50%. Qu'est-ce que l'on sait? On sait que E est égal à H sur lambda. Hein, on va avoir la même énergie. Hein. On sait donc aussi que on a H sur lambda est égal à M fois V, tout simplement. Tout simplement parce que E aussi c'est aussi égal à M C carré. Donc on a H sur lambda est égal à M fois V ou fois C, hein, en fonction de comment vous le notez. On trouve donc que lambda est égal à H divisé par M C, on va l'écrire C. Donc du coup, si jamais j'ai la vitesse qui est multipliée par 2, ben on se rend bien compte que la longueur d'onde est divisée par 2, donc c'est bien vrai. On obtient la figure d'interférence opposée si on utilise un faisceau de positrons de charge plus E à la place du faisceau d'électrons moins E. Non, c'est totalement faux. On n'observe pas de phénomène de diffraction. Ça aussi, c'est faux. C'est tout simplement, chaque fente fait une diffraction. Voilà, tout simplement pour celui-là. On passe à l'exercice 5, l'oscillateur mécanique vertical. Alors, la fréquence d'oscillation est de 0,5 Hz. Qu'est-ce qu'on sait? On fait 20 oscillations en 40 secondes. C'est ce qui est marqué dans le sujet. Donc, une oscillation, elle dure donc 2 secondes. Donc, F est égal à 1 sur T est égal à 0,5 Hz. Donc, c'est vrai. La B. L'énergie mécanique de l'objet se conserve. C'est totalement faux. Pour cela, je vous invite à regarder le graphique B. Si jamais elle se conservait, en fait, on n'aurait pas de perte au niveau des Z. Donc là, via le graphique B, on voit vraiment qu'elle ne se conserve pas. La variation de l'énergie cinétique du système est égale au travail du poids. Alors, c'est faux. La variation de l'énergie cinétique, elle va correspondre au travail des forces de frottement. Alors, en fait, entre guillemets, la perte d'énergie cinétique va correspondre au travail des forces de frottement. Donc ici, c'est faux. La D.
L'objet a une trajectoire parabolique. Alors attention, hein, dans l'AD, on n'est plus dans le même cas que précédemment. Là, donc l'objet est lâché. En fait, l'objet est lâché tout simplement vers le bas. Il n'a pas une trajectoire parabolique, il va avoir une trajectoire verticale. Au moment où l'objet quitte le ressort, sa vitesse est nulle. Alors, au moment où il quitte le ressort, en fait, il va être en bas du mouvement. Comme il est en bas du mouvement, à ce moment-là, son énergie potentielle sera un maximum, mais l'énergie cinétique, que je vais marquer ici en bas du mouvement, elle est égale à 0 joule, effectivement. Au moment où il l'a quitté, au maximum, en fait, c'est un maximum, hein, il serait obligé de repasser, de changer de sens de mouvement. Du coup, à ce moment-là, effectivement, sa vitesse est égale à 0 mètres par seconde. Donc, c'est bien vrai. Vous le concevez généralement assez facilement lorsqu'on lance un stylo vers le haut que lorsqu'il redescend. À ce moment-là, si on n'est que sur un axe vertical, ici sa vitesse, hein, lorsqu'on lance un stylo vers le haut, ici sa vitesse elle est nulle. Par contre, effectivement, c'est exactement la même chose là dans le cas du ressort. Au moment où il arrive là et qu'il normalement devrait repartir, mais à ce moment-là, sa vitesse elle est nulle aussi. On passe à l'exercice 6. Stockage des données. Donc, un touriste avec une histoire de tour Eiffel, je vous laisse en prendre connaissance. La hauteur de la tour Eiffel représente 2000 pixels. Alors, que savons-nous? On sait tout simplement qu'on est en 4 tiers, premièrement. C'est-à-dire que le rapport de la hauteur sur la largeur est égal à 4 tiers. Donc, pardon, excusez-moi. H, donc ça c'est la A. H sur L c'est égal à 4 tiers. Ça c'est ce qui nous est donné dans le sujet. Mais on sait aussi que l'on a un appareil photo qui a une définition de 3 millions de pixels. C'est-à-dire que H fois L est égal à 3 10 puissance 6 pixels. On sait donc que L est égal à 3H sur 4. Mais on sait aussi donc du coup par rapport à ici, hein, on sait donc que L est égal à 3H sur 4, mais on sait que L est égal à 3 10 puissance 6 sur H. C'est-à-dire que j'ai 3 10 puissance 6 divisé par H est égal à 3H sur 4. J'ai donc 4 fois 3 10 puissance 6 de tout divisé par 3 est égal à H de tout au carré. 4 fois 3, ça fait donc 12 sur 3 10 puissance 6 est égal à H au carré. 12 sur 3, ça fait 4 10 puissance 6 est égal à H au carré. On trouve donc que H est égal à 2 10 puissance 3 pixels. La B, je vais tourner la page de sorte à avoir assez de place. Alors c'est un sujet qui paraît atypique comme ça, mais qu'en fait quand on le prend simplement, se fait assez facilement. Si on considère que le touriste a un visage de 30 cm de long, on peut le distinguer sans reconnaître le visage du touriste. C'est-à-dire qu'on peut juste voir qu'il y a un visage, entre guillemets. Alors qu'est-ce qu'on peut se dire? Ben, on peut déjà voir le rapport entre le visage et la tour Eiffel. Donc 30 cm divisé par 300, ça c'est la taille de la tour Eiffel. Donc là je suis en train de regarder le rapport entre les deux. On trouve donc que ça fait 10 puissance moins 3. Donc le visage, il est 1000 fois plus petit que la tour Eiffel. Cependant, la tour Eiffel, on a vu qu'il y avait 2000 pixels en hauteur. Donc la tour Eiffel, c'est 2000 pixels pour la hauteur. Donc, vu que le visage est 1000 fois plus petit, en fait, le visage va représenter 2 pixels. On va donc bien pouvoir le voir, naturellement, sans le comprendre ce visage. Hein, on va juste voir qu'il y a un visage. Donc, c'est bien vrai.
Hein, mais c'était bien précisé qu'on ne s'intéressait pas à pouvoir vraiment le voir, enfin à vraiment pouvoir le définir proprement. On s'intéressait juste à pouvoir apercevoir un visage. Petit c. La 4G est un mode de transmission guidé. Absolument pas. Hein, ce n'est pas de la DSL, ce n'est pas de la fibre. Ce n'est pas un mode de transmission guidé. Le débit usuel de la 4G étant d'environ 1 gigabit par seconde, elle mettra 7,2 millisecondes à être envoyée. D'accord. Donc reprenons tranquillement. Notre photo, elle fait 3 puissance 6 pixels. Elle est en RGB, qui va impliquer 24 bits par pixel. Ça c'est du court, il faut le savoir en fait. Je vais avoir en fait en réalité 8 bits pour R, 8 pour V, 8 pour B. Je vous passe à un stylo rouge qui j'espère sera peut-être un peu meilleur. On a donc 3 fois 10 puissance 6 fois 24. On a donc 72 10 puissance 6 bits. On fait un simple produit en croix. Hein, je ne suis pas forcément toujours très fan des produits en croix, mais là, ça nous évite des erreurs. On sait que c'est 1 gigabit par seconde. Donc, il y a 10 puissance 9 bits pour une seconde. Moi, j'en ai 72 10 puissance 6. Combien de temps va-t-il falloir? Tout simplement, tac, 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 tac. Je fais la division et on trouve bien 7,2 millisecondes. Hein, je fais 72 10 puissance 6 fois 1 divisé par 10 puissance 9. Ça fait donc bien 7,2 millisecondes. Donc, tac, ok. Et donc, du coup, l'affirmation, elle est... Pardon, c'est moi qui ai fait une erreur de calcul. Hein. C'est 72 10 puissance 6, ça fait pas... Je regardais là ce qui m'était proposé. Ça fait pas 7,2 millisecondes, ça fait 72 millisecondes, excusez-moi. Hein, je refais, ça fait 72 10 puissance 6 fois 1 divisé par 10 puissance 9. Donc, ça fait du 72 10 moins 3. Donc, ça fait 72 secondes, soit 72 millisecondes, donc c'est faux. Si l'image est codée en niveau de grille, le temps de transmission sera plus faible. Oui, tout à fait. Si l'image est codée en niveau de grille, le temps de transmission est plus faible parce qu'il me faut beaucoup moins de bits pour chaque pixel. Donc forcément, le temps sera plus faible. On passe à la 7. Onde sonore. C'est parti. Le son émis par le violon est un son pur. Faux. Tout simplement, donc cet exercice c'est la 7. La A c'est faux, tout simplement parce que c'est pas une sinusoïdale. De toute façon, généralement, il n'y a pas d'instrument qui émettent, enfin des instruments comme le violon, la trompette, des choses comme ça, qui émettent un son pur. Donc la A c'est faux. La B. La fréquence du fondamental est plus aiguë que le La 440 du diapason. Alors, mais comment on fait? Tout simplement, je regarde ma période. Donc, si je regarde bien, ma période, elle fait 2 millisecondes. Donc, ma fréquence est égale à 1 sur 2, 10 puissance moins 3. Ça me fait donc du 0, donc 1 sur 2, ça me fait du 0,5, 10 puissance 3. D'accord? Donc, ça me fait donc du 500 Hz. Quelle était l'affirmation? La fréquence du fondamental est plus aiguë, c'est plus élevé, et à plus, on est au-dessus, donc c'est bien vrai. Elle est bien plus aiguë. C. Le niveau d'intensité sonore minimale perceptible est de 0 décibel. Alors, oui, effectivement, c'est du court, ça il faut le savoir. L'oreille entend jusqu'à 0 décibel, hein, ce qui peut paraître vraiment très très faible. En fait, c'est comme ça qu'a été défini le 0 décibel. Donc, elle peut entendre jusqu'à 0 décibel. La D ne demande aucune réflexion. Un spectateur situé à 5 mètres d'un groupe de 10 violons perçoit un niveau d'intensité sonore de 700 décibels. C'est faux tout simplement parce que c'est complètement aberrant. 700 décibels, ça ne peut pas exister. C'est vraiment un volume qui serait, qui est impossible. La E, la grandeur A est homogène à une vitesse. Alors, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que A est égal à racine carrée de F fois L sur M. Donc je vais m'intéresser aux unités de A.
C'est donc la racine carrée de Newton fois des mètres divisé par des kilogrammes. Ok, ça ne correspond pas à, pour l'instant, j'ai pas ma réponse, mais en fait, parce que les newtons, ce ne sont pas dans l'unité du système international. On se rappelle par exemple que le poids P est égal à mg. Donc en fait, que les newtons sont égaux à des kilogrammes mètres seconde moins 2. Hein, je vous rappelle que G, c'est une accélération. D'accord, donc P égale à mg. Donc là, à partir du moment où j'ai une formule qui me permet d'avoir une égalité, forcément, après au niveau des unités, c'est entre guillemets toujours vrai. D'accord, donc ici, je remplace mes newtons par ce que je viens de trouver. Donc des kilogrammes mètres seconde moins 2 fois des mètres que j'avais précédemment sur des kilogrammes. Tac, tac. Ça fait bien les mètres au carré seconde moins 2. Comme il y a la racine carrée, ça fait bien une vitesse, donc c'est vrai. Alors attention, hein, à aucun moment j'ai voulu prouver que c'était vrai. J'ai fait mon raisonnement, je me suis demandé si ça marchait. Je me rends compte que ça marche, donc c'est vrai. On passe à l'exercice 8. Transfert d'énergie, transfert thermique. L'unité de la résistance thermique est Watt Kelvin moins 1. Alors ça, à force d'en faire et puis en utilisant les différents éléments qui nous sont donnés, on sait que, donc l'exercice 8, on sait que la résistance thermique, notamment dans toutes les formules que vous pouvez avoir, c'est une variation de température sur un flux, donc c'est des Kelvin, Watt moins 1. Okay, donc c'est faux. Hein, il proposait Watt Kelvin moins 1, non c'est des Kelvin Watt moins 1, donc c'est faux. Pour la A. La B. Il faut un mur de briques 10 fois plus épais qu'un mur de bois de même surface pour obtenir une même isolation thermique. Alors, on sait que RTH, donc la résistance thermique, est égale à l'épaisseur sur lambda S. Donc, si jamais je veux avoir la même résistance thermique, il me faut, est-ce qu'il me faut bien effectivement un mur 10 fois plus épais? En fait, si lambda est 10 fois faible, donc je regarde ici, si lambda est 10 fois plus faible, il va falloir que je compense par une épaisseur 10 fois plus élevée. Voir la même résistance thermique. Hein, je refais le raisonnement. Si je veux conserver ma résistance thermique, hein, on sait cette formule-là. Si lambda est 10 fois plus faible, il va falloir donc compenser en fait le x10 qui va apparaître en bas, tout simplement, en multipliant en haut par 10. Hein, je ne touche pas à la surface. Donc si lambda est 10 fois plus faible, il faut une épaisseur, excusez-moi, 10 fois plus grande pour avoir la même résistance thermique. Donc, par rapport à l'affirmation, c'est bien vrai. Là, c'est la perte de chaleur à travers un mur qui sépare un appartement chauffé de l'extérieur se fait principalement par rayonnement électromagnétique. C'est absolument faux. Ça n'a rien à voir avec du rayonnement magnétique. Un appartement consomme une puissance thermique de 2500 watts pour chauffer l'intérieur à 20 degrés alors que la température extérieure est de 0 degré. En se contentant de température de 18,6 degrés, on réduit la puissance thermique de 7%. Alors, comment cela fonctionne? On va faire les choses tranquillement. Il faut donc une puissance thermique de 2500 watts pour chauffer à 20 degrés. On a donc le flux. On sait que le flux est égal à la variation de température sur la résistance thermique. Je n'ai pas changé d'appartement. Donc en fait, la chose qui par l'instant va rester identique, c'est la résistance thermique. Donc j'ai la résistance, je vais l'isoler du coup. La résistance thermique, on a donc, c'est donc égal à la variation de température sur le flux, hein, la formule que je vous ai donnée là, hein, tout à l'heure. La résistance thermique, c'est la variation de température sur le flux. Elle ne change pas. Donc j'ai donc la variation de température 1 sur le flux 1, ça c'est ce que j'avais tout à l'heure, est égal à la variation de température 2 sur le flux 2. C'est mon nouveau cas. Hein, la résistance thermique, elle ne change pas, donc la variation de température 1 sur le flux 1 est égale à la variation de température 2 sur le flux 2.
Je peux, pour des raisons de calcul, inverser. Donc je remarque ici ce que j'avais tout à l'heure. Juste pour les raisons de calcul, j'inverse. Donc on sait que le flux 1 sur la variation de température 1, j'ai le droit 1, est égal au flux 2, vu que les flux ne sont pas nuls en plus, enfin, pardon, que les variations de température ne sont pas nulles, sur la variation de température 2. On trouve donc que le flux 2 est égal au flux 1 fois la variation de température 2 sur la variation de température 1. Donc c'est égal au flux 1. Alors on parle de variation de température, donc c'est 18,6 sur 20. Dans le nouveau cas, je n'ai qu'une variation, une différence de température entre l'extérieur et l'intérieur de 18,6, alors que dans le premier cas, j'en avais de 20. 18,6 sur 20, ça me fait, en fait ça fait 186 divisé par 200 si vous préférez, ça fait du 0,93. Donc on se rend bien compte que le flux 2 est égal à flux 1 fois 0,93. En fait 0,93 c'est égal à quoi? 1 moins 0,7 qui correspond bien au fameux 7%. Donc c'est bien vrai. Je vous rappelle que les pourcentages, une diminution par exemple de 5%, c'est une multiplication par 0,95. Donc cette affirmation là qui était la D est bien vraie. On considère un mur de 5 mètres de longueur, de 3 mètres de hauteur. Son épaisseur est constituée de 15 cm de bois et 30 cm de laine de verre. La résistance thermique du mur ainsi constitué est de 0,2 en unité du système international. Alors là, c'est pas très compliqué. Il suffit de prendre tranquillement le temps de faire les choses. Je regarde par rapport à ce qui vous était donné. Alors vous avez certaines choses qui ne vous sont pas données. On va se les rappeler, il n'y a pas de souci. Donc on se rappelle que la résistance thermique, donc là j'en suis à la question E. On se rappelle que la résistance thermique, c'est l'épaisseur sur lambda fois la surface. Voilà. Que comme c'est à la suite la résistance thermique totale, c'est la résistance thermique 1 plus la résistance thermique 2. Hein, à la suite, c'est-à-dire en série, pour parler plus proprement. La résistance thermique 1, ça va être quoi? On nous dit que j'ai 15 cm de bois. Donc c'est 15 x -2. Divisé par la surface, ce sera la même dans tous les cas. C'est de 5 mètres fois 3, donc 15. Fois le lambda du bois, 0,1. Donc tout ça, c'est pour le bois. Et j'ai aussi 3 cm de laine de verre, donc 3 10 - 2, divisé par la surface qui est toujours de 15, elle n'a pas changé, c'est là. Avec cette fois-ci le lambda de la laine de verre qui est de 20 10 - 3. Donc ça c'est pour la laine de verre. Okay. On fait le calcul, on se trouve que ça fait 10 puissance 1 plus 10 puissance 1. Et donc ça me fait du 2 10 puissance, 10 puissance moins 1. Ça fait 10 puissance moins 1 plus 10 puissance moins 1. Et ça fait donc du 2 10 puissance moins 1 dans l'unité du système international. Donc c'était vrai par rapport à ce qui était proposé. Les 15 ici vont simplifier. Ici en fait le 15 fois 20 va devenir aussi un 300 qui va donc avec les bonnes unités bien se simplifier avec le 3 au-dessus. Et on va donc bien trouver ceci. Exercice 9. Je vous laisse en prendre connaissance. Les capteurs enregistrent un spectre d'absorption. Alors, pas du tout. Ils sont plutôt désexcités, entre guillemets. D'accord. Donc, excusez-moi, changeons de stylo. Hop. On va donc avoir un spectre pour le A. C'est de l'émission. Le B. Le laser émet dans l'ultraviolet. Mais c'est faux. Les ultraviolets, c'est inférieur à 400 nanomètres. C'est pas notre cas ici. Donc c'est faux. La durée d'une pulse doit être de maximum 5 microsecondes pour obtenir suffisamment de puissance pour ioniser la roche. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la puissance est de 3 MW. D'accord. On sait aussi que à chaque pulse, le laser émet 15 millijoules. Je cherche un stylo correct. Donc on sait que la puissance
est de 3 mégawatts. Et on sait que l'énergie de chaque pulse est égale à 15 millijoules. D'accord. On sait que E, l'énergie, c'est la puissance fois le temps. Je cherche le temps. Donc T est égal à E sur P. Alors j'apprends toujours les formules, une seule formule. Après, je m'en arrange comme besoin est dans l'exercice. Donc E, c'est 15 millijoules. 15 10 puissance moins 3. Et la puissance est 3 mégawatts. 3 10 puissance 6. 15 divisé par 3, ça fait 5. 10 moins 3 sur 10 puissance 6, ça fait 10 puissance moins 9 secondes. Donc, la durée d'une pulse doit être au maximum de 5 microsecondes pour obtenir suffisamment de puissance. Ben non, c'est pas de 5 microsecondes, c'est de 5 picosecondes, donc c'est faux. On va regarder la vie. Un balayage en longueur d'onde entre 240 et 950 nanomètres suffit pour pouvoir détecter l'ensemble des raies caractéristiques du calcium, du Ca+. Alors, je vais juste m'intéresser aux deux moments, aux deux raies extrêmes, d'accord? Donc, je vais m'intéresser pour l'énergie. Donc là, je suis à la D. Je vais m'intéresser pour 7,5 10 puissance moins 19 joules. Et je vais m'intéresser pour 2,5 10 puissance moins 19 joules. Voilà, je vais m'intéresser à ces deux raies-là uniquement, étant donné que si ça tombe bien, celle du milieu rentrera, pourra correspondre. Qu'est-ce que l'on sait? On sait que E est égal à HC sur lambda. Le changement de couleur est juste pour des questions de confort d'écriture. On trouve donc que lambda est égal à HC sur E, tout simplement. On s'intéresse à la première, on s'intéresse à la première énergie, excusez-moi. Donc tout simplement lambda dans le cas pour une énergie de, on va commencer par 7,5. On trouve donc lambda est égal à 6,6 10 puissance moins 34 fois C 3 puissance 8. Le tout divisé par 7,5 10 puissance moins 19. Avec les différentes aides au calcul, etc., on trouve que ça fait 2,7 10 puissance moins 7 mètres. Donc ça fait du 270 nanomètres. Donc là, de ce côté-là, on semble bon. Il ne faudrait pas que ça aille de l'autre côté avec l'autre lambda, avec l'autre énergie, excusez-moi. Pour l'énergie, cette fois, de 2,5 10 puissance moins 19 joules. Excusez-moi, je m'applique. On a lambda est égal à 6,6 10 puissance moins 34 fois 3 10 puissance 8. Le tout divisé par 2,5 10 puissance moins 19 joules. Et en faisant les calculs, on trouve 792 nanomètres. Donc on est clairement entre 240 et 950, donc c'est bien vrai. La dernière, le spectre montre clairement une raie cohérente. Cette raie suffit à affirmer la présence de calcium dans le sol martien. Ça ne suffit pas. Cette unique raie ne suffit pas. Et on va finir avec l'exercice 10. Je laisse en prendre connaissance. Le 10. On observe un phénomène d'interférence sur la figure 6. Ben, c'est tout à fait le cas. Voilà, c'est le cas lambda banal d'un phénomène d'interférence, donc c'est bien vrai. L'écart angulaire assimilé à la tangente de diffraction est proportionnel à la longueur de la tâche centrale. C'est vrai, c'est du court. Hein. La longueur d'onde du laser de 600 nanomètres. Alors qu'est-ce que l'on sait? Θ est égal à lambda sur A. Donc c'est-à-dire que lambda est égal à θA, qui est égal à 0,006 fois A, fois 0,1 10 moins 3.
Parfait. Donc ça fait du 600 nanomètres. Donc c'est bien vrai. La D. On ne peut jamais obtenir de réflexion totale sur la paroi 2 avec pour un rayon provenant. On ne peut jamais obtenir de réflexion totale sur la paroi 2 pour un rayon incident provenant du milieu 2. Ben, là-dessus, c'est faux. Il y a toujours un rayon réfracté. L'épaisseur minimale de la couche anti-reflet doit être de 1,2 10 puissance moins 7 mètres. Alors pour la dernière, je vais vous faire une nouvelle feuille. C'est pas très compliqué, mais il y a un tout petit peu de calcul. Voilà, tac, tac, tac. Alors l'épaisseur minimale de la couche anti-reflet doit être de 1,2 10 moins 7 mètres. En fait, il faut, pour qu'il y ait une interférence destructive, hein, c'est ce qu'on cherche à avoir. Il faut donc qu'on ait une différence de marche qui soit impair de la demi-longueur d'onde. Un multiple impair de la demi-longueur d'onde. Donc on a donc 2, ce que je viens de dire, 2n1 fois l'épaisseur. Alors le 2n1 fois l'épaisseur est égal à lambda sur 2. Alors pourquoi le 2? Parce qu'on a un phénomène d'aller-retour. Donc du coup, la distance parcourue, elle est bien de 2 fois. Attention à ça. On a donc l'épaisseur est égale à lambda sur 4n1. C'est donc égal à 650 10 moins 9 divisé par 4 fois 1,35. C'est donc, en faisant les calculs, en faisant les calculs, je regarde ce que j'avais fait comme calcul, j'avais fait celui-ci. Oui, j'avais juste multiplié par 2 et puis par 2 pour simplifier. J'avais dit que ça faisait du 65 10 puissance moins 8 le tout divisé par 2,7 sur 2. Et je trouvais donc que ça me fait du 12 10 puissance moins 8, c'est-à-dire du 1,2 10 puissance moins 7 mètres. Voilà. Donc celle-ci, elle est vraie. Voilà pour la correction de ce sujet Advance 2018. En vous souhaitant bon courage dans vos révisions et en vous remerciant cette correction pour auconcours.com.